Persée s'est vu confier par Polydectès, son père adoptif, une mission. Lui rapporter la tête de Méduse. La mission est extrêmement dangereuse, Méduse ayant le pouvoir de pétrifier tout être vivant qui la regarde dans les yeux. En réalité, pour Polydectès, l'objectif est bien plus simple. Éloigner, voire éliminer Persée afin de pouvoir draguer sa mère tranquillement. Par obligation, naïveté ou fougue de la jeunesse, Persée accepte la mission. Il prend donc la mère, il habite sur une île je vous le rappelle, mais sans vraiment savoir où aller. C'est alors qu'Athéna lui vient en aide. Elle lui indique de se rendre chez les Grées qui, elles, connaissent la localisation de Méduse. Athéna fit également quelques révélations au jeune homme. Méduse ne serait pas seule, mais accompagnée de ses deux sœurs, Sténo et Euryalé. Toutes deux avaient la même apparence monstrueuse que Méduse, mais non pas à cause d'une malédiction, mais bel et bien de naissance. En effet, les trois femmes, nommées les Gorgones, sont les filles de Céto et de Phorcys, eux-mêmes enfants de Gaïa et de Pontos. C'est ainsi le sang de Gaïa qui avait conféré à Sténo et Euryalé leur apparence monstrueuse. Méduse en avait été épargnée jusqu'au triste événement entre Athéna et Poséidon. Elle est également la seule de ses sœurs à avoir le pouvoir de pétrification, ce qui la rend extrêmement dangereuse, même si ses sœurs ne sont pas à prendre à la légère. Persée se dirige donc vers la demeure des Grées. Celles-ci sont trois femmes, filles de Céto et de Phorcys. Toutes trois sont nées vieilles et ont la particularité de se partager un seul œil et une seule très grande dent. Elles se les échangent à tour de rôle et lorsque l'une possède l'œil et la dent, les autres se reposent. Vous l'aurez compris, les Grées sont les grandes sœurs des Gorgones. Ainsi, elles les protègent en cachant leur localisation. Persée se présenta donc aux trois femmes qui refusèrent catégoriquement de donner réponse à sa question. Le jeune homme dut donc faire preuve de ruse. Alors qu'elles baissèrent leur garde, Persée leur vola leur unique œil. Il leur indiqua qu'il ne leur rendrait que lorsqu'elle lui aurait donné la localisation des Gorgones, mais également qu'elle lui aurait donné les cadeaux que les dieux lui avaient laissés. En effet, il avait été prévenu par Athéna que les dieux lui avaient laissé ces cadeaux qui l'aideraient dans sa quête à vaincre Méduse. Sous la pression, les Grées craquèrent et dévoilèrent la position de leur sœur à Persée. Elles lui délivrèrent également les cadeaux laissés par les dieux. Un bouclier poli de la part d'Athéna, la cunée, le casque qui rend invisible de la part d'Hadès, un sac en toile et des ailes à fixer sur ses chaussures de la part d'Hermès. Persée rend ainsi leur œil aux Grées et se dirige vers le territoire des Gorgones. Sous les conseils avisés d'Athéna, il met en place un plan. Il attend d'abord que les trois femmes se soient endormies avant de se mettre en action. Il s'avance alors prudemment, ne regardant jamais directement devant lui, mais dans le reflet du bouclier poli. Si Méduse venait à se réveiller, croiser son regard à travers le bouclier poli ne lui ferait rien. Une fois devant Méduse, il sortit son épée et trancha d'un coup net la tête du monstre. Le bruit du coup réveilla les deux sœurs. Persée enferma rapidement la tête de la Gorgone dans le sac et enfila la cunée. Devenu invisible, il put échapper à la colère des deux sœurs et s'enfuir sans accroc. Du corps sans tête de Méduse jaillirent deux nouvelles créatures, enfants de la prêtresse maudite et de Poséidon. Chrysaor, un guerrier à l'épée d'or, et Pégase, un cheval ailé. Persée avait réussi sa mission, il pouvait maintenant reprendre la mer en direction de Séryphos. Mais sur le trajet, alors qu'il longe les côtes d'Éthiopie, Persée aperçoit une femme sur le rivage, enchaînée à un rocher. L'Éthiopie de l'époque devait probablement être plus grande qu'actuelle et entre autres comprendre les pays côtiers voisins. Curieux, Persée y accoste et questionne la prisonnière. Celle-ci se nomme Andromède et est la fille de Céphée, roi d'Éthiopie, et de Cassiopée. Andromède était si belle que sa mère Cassiopée était allée affirmer que même les Néréides ne rivalisaient pas en beauté avec sa fille. Vraiment, quand il y a une femme dans la mythologie grecque, il faut toujours qu'il soit question de sa beauté. C'est très très grave. Les Néréides, vexés, sont allés se plaindre auprès de leur père Poséidon. Celui-ci a alors dépêché un monstre marin, un dragon, pour aller ravager le pays. Dépassé, le roi consulte un oracle. Et celui-ci l'informe que la seule solution pour calmer le monstre est de lui offrir en sacrifice sa très chère fille. Persée, touché par la situation de la jeune femme et probablement sensible à son charme, décide de ne pas l'abandonner à son triste sort.
Il attache les ailes confiées par Hermès à ses chaussures, dépose le sac contenant la tête de Méduse sur le sable, se prépare à combattre. Finalement, le dragon arriva, prêt à se repaître d'une princesse et de son preux chevalier. Grâce aux ailes d'Hermès, Persée faisait preuve d'une extrême agilité, lui permettant d'éviter tous les coups de dents du monstre. Il lui assénait en retour coup d'épée après coup d'épée. Et après un long combat, le dragon finit par s'effondrer, vaincu. Persée récupéra la tête de Méduse, qui avait roulé hors du sac lors de la bataille. Il remarqua alors que toutes les algues du rivage avaient été pétrifiées. La tête de Méduse avait conservé son pouvoir et venait de donner naissance au coraux. Et ne me demandez pas comment est-ce que les algues ont pu regarder Méduse dans les yeux, je n'en sais rien. Andromède était libre et ses parents extrêmement reconnaissants envers le héros. Comme remerciement pour cet exploit, Persée demanda à ses fées la main de sa fille, ce que le roi ne put lui refuser. Des noces furent préparées en vitesse afin de marier la princesse et son sauveur. Mais pendant la cérémonie, un homme fit irruption. Phiné. Il est l'oncle d'Andromède et avait été précédemment promis à sa nièce. C'est normal, c'est la mythologie grecque. Il se présente avec des hommes armés, prêts à tuer Persée si celui-ci n'abandonne pas son mariage. Le combat semble déséquilibré, et c'est le cas. Tous ces hommes ne font en effet pas le poids face au héros. Ce dernier sort la tête de Méduse de son sac et la tend vers ses ennemis. Tous la regardent dans les yeux et finissent pétrifiés par le pouvoir de la Gorgone. Techniquement, le sang n'a pas coulé, mais ça reste pas le mariage de rêve. Au moins, il a pu avoir lieu. L'objectif de Persée était de rentrer avec la tête de Méduse. Et non seulement il va y arriver, mais en prime, il va revenir avec une épouse. En chemin, il fait une halte au nord de l'Afrique où il y croise Atlas en train de porter la voûte céleste sur son dos. Persée lui demande l'hospitalité, mais Atlas refuse. On l'a prévenu qu'un fils de Zeus viendrait s'emparer des pommes d'or du jardin des Hespérides. Jardin qui semble lui appartenir bien qu'il soit bloqué sous la voûte céleste. C'est bizarre, mais bref. Refuser l'hospitalité chez les Grecs est un crime grave et Persée va se faire justice lui-même. Il pointe la tête de Méduse vers le Titan. Celui-ci se pétrifie et devient une chaîne de montagnes que l'on connaît aujourd'hui sous son nom, l'Atlas. Concernant les pommes d'or, pas de chance. Persée n'est pas intéressé. En réalité, il ne connaît même pas leur existence. Atlas s'est trompé de fils de Zeus, mais ça le laisse de marbre. Persée reprend son voyage et rentre finalement à Séryphos. À son arrivée, il est étonné d'apprendre que sa mère est dans le temple d'Athéna, duquel elle n'est pas sortie depuis de nombreux jours. Persée se rend auprès d'elle et la trouve dans un triste état. Apeurée, affaiblie et pleine de chagrin, sa mine s'illumine tout de même à la vue de son fils, revenu vivant. Elle raconta ses malheurs à Persée, qui enragea. À peine le jeune homme était-il parti que Polydectès fit des avances à sa mère. Danaé refusa poliment, mais cela n'arrêta pas le roi. Il se montra menaçant envers celle qu'il avait recueillie et qui était maintenant prisonnière. Il ne se priva pas de déclarer à la femme que son fils ne reviendrait jamais vivant de cette terrible mission qu'il lui avait confiée. Mais Danaé ne perdit pas espoir. Elle savait que son fils était différent des autres mortels, lui qui était le fils de Zeus. D'ailleurs, son père veillait bel et bien sur lui. Bien qu'il ne lui ait pas directement fait de cadeau pour l'aider à vaincre Méduse, c'est très probablement lui qui a convaincu Hermès et Hadès de donner un coup de main à son fils. Dans tous les cas, il était grand temps d'aller donner à Polydectès l'objet de sa convoitise, la tête de Méduse. Persée se présenta face au roi, qui ne put cacher sa stupeur de voir le jeune homme face à lui. Faisant mine de ne pas perdre la face, il demanda au héros de lui remettre l'objet de sa quête. Et Persée s'en fit une joie. Il saisit la tête de Méduse et la tendit à Polydectès. Le roi et ses plus fidèles sujets ne purent s'empêcher de croiser le regard du monstre décapité. Leurs corps se rigidifièrent et ils se transformèrent en statues de pierre. Après un long et éprouvant voyage, les soucis de Persée et de sa mère s'étaient enfin évaporés. Suite à la mort de Polydectès, c'est son frère Dictys, le pêcheur qui avait sauvé Danaé et Persée, devient roi. Comme toute personne polie et bien élevée, Persée rendit leurs cadeaux aux dieux. Sur demande d'Athéna, il lui remit également la tête de Méduse. La déesse l'utilisa pour orner son bouclier. Concernant les motivations de la déesse, il existe deux versions.
La première est peut-être la plus simple et que la déesse continue sa vengeance. Elle aide tout simplement Persée à finir le travail, c'est-à-dire éliminer celle qui lui a fait honte. Et elle expose sa tête sur son bouclier pour montrer à tous ce qui arrive à ceux qui manquent de respect à la déesse de la stratégie guerrière. Mais pour ma part, je préfère la seconde version. Touchée par la dévotion de la prêtresse, même une fois maudite, la déesse s'en veut. Face au malheur de la femme devenue monstre, elle veut lui venir en aide, mais ses options sont limitées, pour ne pas dire nulles. Impossible d'annuler la malédiction et donc impossible de lui rendre son ancienne vie. Athéna choisit alors d'aider Persée dans sa quête afin d'abréger les souffrances de Méduse et de lui offrir une vie plus belle dans l'autre monde. De plus, elle expose sa tête sur son bouclier comme marque de respect pour l'honorer comme sa prêtresse la plus fidèle. L'histoire aurait pu se finir ici, mais ce serait oublier quelque chose. À Larissa, des jeux sont organisés et Persée est invité à concourir. Le demi-dieu, heureux de pouvoir faire parler ses talents d'athlète, accepte. Il participe alors au lancer de disque. Le héros a tellement de force que le disque lancé finit sa course dans les gradins. Pire, il atterrit sur un spectateur qui meurt sous la violence du coup. Ce spectateur n'est nul autre qu'Acrisios, le grand-père de Persée. La prophétie qui indique qu'il serait tué par son petit-fils est donc accomplie. C'est pas la mort la plus glorieuse, mais au moins il a pu vivre longtemps. Acrisios était le roi d'Argos. Par descendance, Persée est donc l'héritier légitime du royaume. Mais se sentant coupable, il refuse le trône et décide de le céder à Mégapente. Théma le dénivelé. En échange, Mégapente lui cède son royaume et donc Persée devient le roi de Tirynthe. Le héros aura de nombreux enfants et va même fonder la ville de Mycène. À leur mort, Persée et Andromède deviendront même des constellations. C'est ainsi que s'achève l'histoire de celui qui est le plus souvent décrit comme le premier héros et le premier demi-dieu de la mythologie grecque. Et si c'est le premier, c'est qu'il y en a d'autres. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle légende sur la chaîne YouTube L'Incroyable Mythologie.